aussi, j'ai commencé à lire la littérature internationale et là, l'autisme est déjà vu comme un trouble du développement, pas comme une psychose. Et heureusement pour moi, il disait, parce que c'était un homme quand même ouvert, il disait, c'est très intéressant ce que tu as trouvé, mais si ça t'intéresse, je peux te dire seulement une chose, il faut quitter la Belgique parce que personne ne pourra vous aider. Et je vous parle d'une anecdote un peu amusante, etc., très vite. Et c'est vrai, personne ne pouvait m'aider parce que quand certaines personnes savaient que j'étais en train d'écrire un article sur l'autisme qui serait être publié, pas quelque chose de scientifique, mais ils me disaient, il faut parler avec ce prof, par exemple, parce que ça, c'est le grand spécialiste de l'autisme chez nous. Mais quand je lui posais des questions, il n'avait aucune réponse. Il se fâchait contre moi, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, écoutez, professeur, je vois que ça ne va pas entre nous. Je m'en vais, je poserai la question à quelqu'un d'autre et je vous enverrai la réponse. Okay? Donc, ce que j'ai fait, etc. Bon. Et en effet, j'allais interviewer Lorna Wing. Et bien sûr, si vous savez comment elle est, simple dans tout, elle pouvait m'expliquer vraiment des réponses à mes questions. Et je me souviens encore, parce que c'était dans une période où beaucoup de médecins chez nous disaient aux parents l'autisme c'est trop difficile pour les parents, il faut l'oublier maintenant, il faut le mettre dans un établissement spécialisé en autisme, etc. Mais quand je demandais à Lorna Wing, en parlant de cela, elle disait, quand je demandais, est-ce que j'ai oublié de poser une question ou est-ce que vous avez encore envie de donner un conseil à nos parents, elle disait, oui, il faut dire aux parents, par exemple, qui ont abandonné leur enfant, etc., de, s'il vous plaît, ne pas avoir des sentiments de guilt, de regret, parce qu'elle disait, je connais des parents qui, maintenant 20 ans, 25 ans après, continuent à avoir un remords, par exemple. J'étais vraiment très frappé par cela. Donc, elle m'invitait aussi, elle disait, si tu veux continuer plus tard comme professionnel, venez étudier ici. Donc, je l'ai fait. Et déjà en Flandre, j'avais l'impression, quand je parlais avec les mamans, que les mamans me donnaient plus d'informations intéressantes sur l'autisme que les livres. Il fallait les deux, mais ce que disaient les parents m'intéressait beaucoup plus. Mais ce que je voyais aussi, c'est que nos mamans étaient épuisées. Et quand j'étais à Londres et j'avais des contacts avec les parents là-bas, je voyais des mamans différentes. Vivre avec un enfant avec autisme, c'est toujours difficile, mais c'était des mamans quand même qui avaient encore la possibilité de prendre des vacances, d'aller au cinéma, etc., d'avoir du babysitting. Et je voyais que la situation culturelle était complètement différente et je me disais, mais ce qu'on pense chez nous, que les mamans sont névrotiques et cette névrose qui cause l'autisme chez leur enfant, est-ce que ce n'est pas l'opposé? Est-ce que le fait de vivre avec un enfant avec autisme dans une société qui ne comprend pas l'autisme, est-ce que ça n'introduit pas la névrose chez la maman? Donc je me disais, je vais faire une petite étude transnationale. Donc, j'avais alors interviewé les mamans anglaises et les mamans flamandes en posant deux types de questions. Le premier, c'était un questionnaire organisé développé par les pédopsychiatres anglais qu'on appelait Malaise Inventory. C'était une liste de plaintes somatiques dont on pensait que si une maman a beaucoup de plaintes physiques sur cette liste, ça veut dire que c'est lié à avoir un enfant très différent, très difficile à la maison. Donc, c'était standardisé. Donc, ça, c'était un questionnaire. Deuxième questionnaire, j'avais développé moi-même et je l'appelais questionnaire d'isolement social.
dans ce questionnaire, il y avait des questions comme est-ce que vous avez l'impression que votre médecin comprend les problèmes de votre enfant? Est-ce que vous pensez que votre enfant a un programme de jour adapté à ses besoins? Est-ce que comme maman, vous voulez qu'on prenne compte de vos priorités éducatives et est-ce qu'on le fait? Donc vous voyez déjà, plus qu'une maman répond non, plus qu'elle se sent isolée dans la société. Donc quand je analysais les résultats, je voyais que, comme c'était mon hypothèse, que les mamans anglaises auraient beaucoup moins de plaintes psychosomatiques et en même temps se sentiraient moins isolées dans la société. Le lien entre les réponses des deux questionnaires était significatif à un niveau extrêmement élevé. Donc vous voyez, c'est un peu de restitution, comment est-ce qu'on dit, des mamans. Donc, la deuxième motivation, c'était vraiment la solitude, un aspect littéraire, parce que pour moi, c'est un peu bizarre. L'autisme, étudier l'autisme, c'était un peu de la littérature. Quand on étudie Samuel Beckett, par exemple, on voit que c'est quelqu'un qui a une solitude qui est différente des autres gens, etc. Et en étudiant l'autisme, je voyais que ce sont des personnes qui sont isolées, qui sont seules, mais cette solitude est vraiment différente de notre solitude. C'est l'effet de vivre dans un monde qu'on ne comprend pas. Et ça me fascinait énormément et j'avais envie de comprendre cela de l'intérieur. Bon, j'ai étudié à Londres, je vais vite maintenant. Donc, et quand je revenais en Flandre, les parents me voyaient déjà comme quelqu'un, comme un spécialiste dans l'autisme. Je déteste ce mot spécialiste dans l'autisme, mais je reviens à cela. Oui, j'avais beaucoup de réponses théoriques aux questions théoriques, etc. Mais quand les parents me parlaient de leur vie à la maison et me demandaient des conseils pratiques, je me sentais zéro. Et je me disais, bon, je ne peux pas me considérer comme un spécialiste dans l'autisme si je n'ai pas certaines expériences. Et alors Lorna Wing, de nouveau, me disait, comme tu t'intéresses vraiment tellement aux parents, etc., je vais te donner un conseil. Il faut aller étudier à Teach, parce que là, on a la meilleure collaboration parents-professionnelle qui existe au monde. Donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études, et donc c'est vrai. Lee Marcus plus tard parlera de pourquoi c'est tellement spécial, etc. Mais une anecdote, quand Hilde de Klerk et moi, quand nous avions visité Teach il y a quelques années, de nouveau, pour une conférence dans leur in-service, moi j'avais un peu peur parce que j'avais parlé avec tant de superlatifs sur la collaboration parent-professionnelle que je me disais, mais Hilde, comme parent, va être peut-être quand même un peu déçu après tant d'années. Et quand nous sommes retournés en Belgique, je lui demandais, et alors, tu étais toujours étonnée et positive. Elle disait, oui, c'était encore mieux que je pensais. Je ne suis pas déçu de toi, pas déçu du tout. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans ce cas-là? Elle disait, mais c'est quelque chose de tellement simple. Tous les professionnels de Teach avec qui j'ai parlé avaient cette attitude spontanée de dire mais qu'est-ce que nous pourrions faire dans l'autisme sans les parents? Donc c'est ça, ok. Chez nous, on a appris aussi à travailler mieux avec les parents, etc., mais on n'a pas encore ce genre de niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans les parents? Ok, bon. Bon, je dois... Intelligence. Donc, Uta-Frith, à un moment donné, parlait de l'intelligence différente des personnes avec autisme. Et elle disait, les personnes avec autisme ont l'intelligence des tests, mais pas l'intelligence du monde. Et l'exemple qu'elle donnait, c'était, bon,
les pauvres enfants au Brésil, par exemple, ne peuvent pas faire des calculations. Donc pas d'intelligence des tests, mais quand ils vendent des bananes aux touristes, ils sont très, très doués. Donc ils ont l'intelligence du monde. Donc, dans l'autisme, on trouve des choses un peu pareilles. Je veux dire aussi, dans les contacts avec les parents. Moi, je me disais, oui, on trouve une certaine intelligence de l'autisme dans les livres et dans la science. Et ça, c'est l'intelligence du test. Mais chez les parents, on a l'intelligence live. La différence entre book smart, l'intelligence des livres, et puis street smart, l'intelligence de la vie, etc. Donc, et je pense que si les parents, si les professionnels veulent vraiment travailler bien avec les enfants avec autisme, il faut vraiment avoir les deux types d'intelligence et pas être content avec seulement l'intelligence des tests. Donc, bon, je vais... oui, il ne faut pas trop avoir l'illusion d'avoir capté la Lune, par exemple. Il ne faut pas trop vite penser, maintenant j'ai mon diplôme et je connais assez de l'autisme, etc. Moi, en tout cas, après 40 ans, dans l'autisme, je ne suis pas un génie, je ne suis pas bête non plus, mais je ne peux pas me considérer, même après tant d'années, comme quelqu'un qui connaît assez de l'autisme. Il y a tant de choses qu'on ne connaît pas assez bien. Et en plus, en pensant, je le dis maintenant parce que je vois déjà que j'arriverai même pas au milieu de ma conférence que j'ai préparée. Bon, je vais continuer quand même. Il y a une grande différence entre savoir et comprendre. On se sent si facilement spécialiste, expert. Donc, combien de temps pour apprendre une nouvelle langue? 5 jours. Et pour comprendre une autre conceptualisation, une pensée différente, une autre culture. OK? Et c'est pourtant le plus important, et ça demande énormément de temps pour maîtriser la pensée autistique, etc. Et les gens ne comprennent pas assez qu'il faut comprendre l'autisme de l'intérieur, parce que c'est cette compréhension dont on a besoin dans chaque apprentissage. L'apprentissage des loisirs, de la communication, des relations sociales, etc. Et si on ne l'a pas, on fait un travail incomplet, pas adapté à l'autisme. Donc le point le plus important, très souvent, est oublié. OK? Mais pourtant, certains professionnels s'annoncent très vite comme experts, spécialistes, etc. Il y a chez nous aussi déjà tant de centres d'expertise, etc. Il faut quand même être sérieux avant de se présenter comme spécialiste et expert dans l'autisme. Donc, une question de vocabulaire peut-être. Lee Marcus en parlera peut-être plus tard, mais quand j'étais à Teach, Lee a écrit un article que je trouve, que j'admire beaucoup, un article sur les attitudes envers les parents. Et une des attitudes que je ne vais jamais oublier, c'était il faut se sentir comme guide pour les parents, mais pas plus. On peut essayer de guider les parents, mais bon... Tony Attwood, à un certain moment, disait dans une conférence, un professionnel qui a un PhD, un doctorat en autisme, mérite quand même très souvent 6 à 7 ans d'études extra avant de pouvoir s'appeler expert dans l'autisme. Peut-être seulement dans un petit domaine, mais expert dans l'autisme. Mais il disait, une maman qui vit avec un enfant avec autisme pendant 6 ou 7 ans, mérite un PhD dans la connaissance de son propre enfant. Et je pense que c'est vrai. Il faut vraiment avoir les deux connaissances et les mettre ensemble. Ce sont deux formes de sagesse
différentes, mais il faut le faire ensemble. Bon, parentectomie. Oui. Le temps de Bettelheim, etc. Non, mais ça me donne l'occasion de dire, mais on a maintenant, si on ne fait pas attention, une nouvelle forme de parentectomie. Enfin, plus civilisée, si on peut dire, mais il y a maintenant, heureusement, des cours qui donnent un diplôme spécialisé en autisme. Et il y a des universités qui font bien, des études d'école supérieure qui le font très bien, mais il y a aussi certains lieux que je connais où les cours sont dans la responsabilité des gens qui n'ont jamais travaillé avec un enfant avec autisme et qui connaissent l'autisme seulement des livres. Okay? Et puis, ils ont à un certain moment des diplômés, psychologues, autres personnes diplômées, et puis quand ces diplômés, avec leur connaissance des livres, rencontrent pour la première fois une maman qui raconte une histoire, mais complètement différente de ce qu'elle a étudié dans ses études, au lieu de dire « mais ça c'est nouveau, on ne l'a pas appris à l'université, etc. Travaillons ensemble ». Non, très souvent, malheureusement, l'attitude c'est « non, oh, mais non, moi j'ai le diplôme, moi je suis l'expert, etc. » Ça c'est une nouvelle forme de parentectomie. Donc, bon, c'est très différent de Eric Schopler qui a fondé le programme TIJA. Quand il dit dans un certain article, les gens qui m'ont appris le plus sur l'autisme, c'était premièrement les parents et deuxièmement les enfants eux-mêmes qui montrent par leur comportement si mon intervention était bonne ou pas. Okay. Donc, en plus, Stephen Shore, c'est un slogan simple, mais quand même très important pour convaincre les professionnels qu'il faut travailler avec les parents. On ne peut pas autrement. Si on ne le fait pas, c'est un péché mortel professionnel, etc. Stephen Shore disait, quand tu as vu une personne avec autisme, tu as vu une personne avec autisme. Okay? Oui, et la deuxième personne avec autisme est très différente de la première. Mais celle qui comprend cette deuxième, le mieux, ce sont les parents, bien sûr. Donc c'est vraiment complètement bête de ne pas utiliser leur intelligence. Oui, de temps en temps, on voit d'autres langue-auteurs, enfin, je ne sais pas, c'est difficile à traduire en français. On se sent un peu trop facilement vulnérable comme professionnel, etc. À un moment donné, donc, c'est pour l'anecdote, dans le Congrès européen en Sicile, par exemple, je connais deux personnes qui avaient envoyé des thèmes quand même assez importants dans l'autisme. Mais ce que je voyais, c'est que, et ça me désolait un peu, que les parents, parce que c'était le congrès d'Autisme Europe, avaient donné presque tout le pouvoir aux professionnels de sélectionner, etc. Ce n'est pas toujours la meilleure idée. Parce qu'un des thèmes, par exemple, c'était le manque de théorie de l'esprit chez les professionnels en contact avec les parents. C'était refusé. Autisme et le manque d'humilité chez certains professionnels, refusé, etc. Donc, c'est un peu bizarre quand même. Donc, peut-être c'était refusé pour d'autres raisons, je ne sais pas, mais... OK. Oui, un peu de critique sur l'organisation ici. Je ne sais pas qui est responsable, mais je peux dire ce que je veux. Donc, le premier article que j'ai écrit sur l'autisme quand j'étais chez nous, c'était en 80. C'était les parents au pouvoir. Okay? Bon, c'était un peu provocatif, c'était vu comme cela, mais on l'a bien accepté. Moi, j'ai voulu donner ce titre aussi à ce congrès, mais les parents suisses l'ont baissé, selon moi, vers parents et professionnels sur un pied d'égalité. Maintenant, je me demande, est-ce que les parents ici ont encore un peu peur des professionnels?
Donc, c'est une... OK. La remarque de beaucoup de professionnels, probablement, c'est oui, mais les parents ne sont pas des saints non plus. Oui, c'est vrai. Donc, Evelyn Fried l'a expliqué déjà aussi. Mais oui, mais la réponse, les professionnels ne sont pas des saints non plus. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans un certain livre de Olga Bogdachina, elle est russe, avait travaillé à l'université de Birmingham en Angleterre. Elle a écrit un livre sur le niveau de conscience chez les parents et chez les professionnels aussi. Vous voyez que Lorna Wing a pour la première fois écrit des articles très intéressants sur le niveau de la conscience sociale chez les personnes avec autisme. Je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais ça parle de lui-même. Donc le niveau social, disons, le plus bas, c'est le prix sur soi-même, ce qu'on appelait autisme dans le passé. Okay? Deuxième niveau, un peu plus élevé, on a moins peur, mais on est toujours passif à un niveau social. Troisième niveau, on commence à s'intéresser de plus en plus aux personnes, mais on les imite un peu trop sans vraiment comprendre les subtilités. Des enfants, par exemple, qui sont actifs mais bizarres. Et puis, on a les gens avec une intelligence la plus élevée, qui sont appelés de temps en temps les penseurs logiques. Maintenant, Olga Bogdachina a parlé des parents et des professionnels aussi en utilisant ces niveaux. Je vais lire quelques extraits que j'ai traduits à ma façon. Ça vient du livre View from the Bridge. Donc, les parents, maintenant, repliés sur eux-mêmes. L'autisme n'est pas encore bien compris dans beaucoup de pays. Grande confusion aussi, ici en Suisse, je remarque. Les parents ont une confiance absolue dans les spécialistes. Les parents sont coupés des autres parents. Ils ont honte d'avoir un tel enfant, mais l'aiment bien. L'amour doit résoudre tous les problèmes. Très sensibles à ce que les autres pensent. Ils vivent une vie isolée. Passifs. Ils ne sont pas coupés des autres parents, mais pensent qu'il y a quelque part une pilule ou un traitement pour guérir leur enfant. Ils sont très obéissants, suivent tous les conseils, n'importe lesquels. Specialist knows best. Les spécialistes le savent le mieux. Ils suivent beaucoup de cours, vont aux réunions, mais leur grand problème, leur plus grand souci est « dis-moi ce que je dois faire », pas « pourquoi ». Je dois le faire. Ils veulent des solutions pratiques pour leur enfant. Dommage, car il n'y a aucun livre qui donne des solutions pour un enfant. Actifs mais bizarres. Cherchent dans toutes les directions pour la guérison. Ils voyagent beaucoup, vers d'autres pays, parfois d'autres continents, prêts à offrir n'importe quelle somme pour les traitements les plus chers. D'autres parents comprennent qu'on ne peut pas guérir l'autisme, mais font de la propagande pour une seule méthode. Ils ont beaucoup de talent pour parler, mais pas pour écouter. Le groupe de professionnels parents, ce groupe devient de plus en plus nombreux. Ce sont des parents qui ont pris la décision de devenir des parents compétents pour leur enfant et des parents ennuyeux pour les professionnels. Il commence avec les idées que aussi les professionnels peuvent se tromper. Après tout, on ne peut pas savoir tout. Et ce qui est parfait aujourd'hui ne l'est pas peut-être pas pour demain. Ils veulent comprendre le pourquoi, ils veulent des explications, pas seulement des informations. À la fin, ils sont souvent mieux formés que beaucoup de professionnels. Ils comprennent que pour aider leur propre enfant, il faut aussi aider les autres parents. Ce sont des parents qui commencent avec des associations, ils essaient de collaborer avec des professionnels et avec des personnes avec autisme de haut niveau, mais sans préjugés. Maintenant, les professionnels, repliés sur eux-mêmes, ils se trouvent dans un puits. Ils ne voient rien de l'extérieur. Ils continuent à soupçonner les parents, un néo-bettelheimisme.
et rendre les parents encore plus désespérés qu'ils sont déjà. Par exemple, avec une phrase que mon idée sur l'autisme est seulement vraiment comprendre l'autisme ne les intéresse pas. Ils sont assez limités et incohérents dans la compréhension de l'autisme. Le groupe passif. Ils voient la responsabilité seulement comme un métier. Ils vont à l'école et rentrent à la maison. Ils ont entendu quelque chose sur l'autisme à l'UNIF ou à l'école et ils suivent leur manuel. Ils ont suivi quelques conférences et séminaires sur l'autisme et pensent qu'ils savent assez pour le reste de la vie. Et ils offrent leur expertise à n'importe qui veut les écouter. Le groupe actif mais bizarre. Ils sont très actifs et leur connaissance est grande dans un domaine très limité. Ils usent toute leur énergie dans le développement d'une seule théorie ou aspect de l'autisme où ils connaissent une thérapie qui promet la guérison. Un petit groupe a commencé à peine, mais se voit déjà comme des experts. Et là, une expression anglaise que j'aime beaucoup, mais je ne pouvais pas traduire en français. If you cannot dazzle them with brilliance, then baffle them with baffle gas. Enfin, bon, okay. Et puis, les groupes vraiment professionnels, ils sont piqués par le microbe de l'autisme et ont la plupart des traits décrits par Rita Jordan, par moi aussi, etc., confirmés par beaucoup de personnes avec autisme. Donc, j'ai une liste de caractéristiques qui favorisent le travail en autisme, mais je n'ai pas le temps pour en parler. Donc, quelques citations. Enfin, je sais encore que quelque chose qui m'a choqué au début, une certaine parent, je ne vais pas donner de nom, suivait nos formations pratiques. Okay? Nous étions fiers de nos formations pratiques et cette parent nous disait à la fin, mais est-ce que c'est tout ce que vous savez? C'était un choc, mais vraiment un choc qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, et puis, à un moment donné, c'est un peu cruel, mais quand même, j'ai bien... À un moment donné, je ne vais pas donner de nom non plus, c'est trop délicat, mais j'ai demandé à quelqu'un qui a une renommée internationale, mais maintenant que je comprends l'autisme un peu mieux qu'avant, et je dis ce que... Et je m'imagine d'avoir un enfant avec autisme moi-même et je vois toutes les bêtises que les professionnels font avec les enfants, etc. Je pense que je pourrais tuer un professionnel. Et elle me répondait, combien? 10, 50, 100, etc. OK. Et puis, notre parent, il faut toujours leur donner l'impression qu'ils ont trouvé eux-mêmes les suggestions éducatives que nous avons données avant. Et puis, un peu triste, mais oui, c'est vrai, et ça m'a fait penser quand même aussi, enfin, quand on est seulement professionnel, on pense que si on comprend certaines choses, bon, ça suffit. Une maman qui disait, oui, je sais, je comprends qu'il ne comprend pas mes larmes, et que c'est lié à un manque de théorie de l'esprit, mais cela n'enlève pas ma tristesse. Sélection d'autres citations. De nos jours, l'autisme a plus besoin d'humanité que de recherche. Ça, c'est de Rita Jordan. Donc, oui, je dois terminer. L'autisme m'a appris, ça c'est une citation que j'aime, je ne sais pas, j'espère toujours que je l'ai inventée moi-même, mais je suis pas sûr. L'autisme m'a appris ce qui est la différence entre être normal et être humain. Et puis, le t-shirt d'un adolescent avec autisme dans une classe, et le t-shirt disait « S'il vous plaît, aidez vous-même ». Et puis, un autre teenager avec un niveau d'intelligence plus élevé, il disait « À cause des gens comme vous, je suis sous médication ».
Bon, je vais m'arrêter ici, il y a encore tant d'autres choses, mais bon, il faut que je dois respecter le temps. Merci beaucoup.